Marseille. 27 siècles d'histoire, une géographie spectaculaire et une arène politique qui n'a historiquement jamais fait dans la demi-mesure. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en général, une élection municipale suit une mécanique assez prévisible. On compare des bilans, on débat de l'emplacement d'une future crèche ou de la réflexion d'une ligne de tramway. Et le soir du vote, on compte les voix. Tout simplement. Sauf que là, pour cet entre-deux-tours des municipales, cette mécanique bien huilée a complètement volé en éclats. La métropole phocéenne est devenue en quelques jours à peine le point de mire de toute la France. Absolument, et avec un niveau de tension qui en fait dépasse de très loin les frontières de la ville. Exactement. Et c'est notre mission aujourd'hui. Faire une plongée purement pédagogique et bienveillante dans les débats de cet entre-deux-tours. On va essayer d'offrir à ceux qui nous écoutent, et particulièrement aux électeurs marseillais, une synthèse claire des enjeux. Oui, et je me permets d'intervenir tout de suite pour poser une règle stricte avant de commencer. Allez-y, je vous en prie. Les documents et les professions de foi que nous allons analyser contiennent des discours politiques extrêmement polarisés allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il est donc primordial de rappeler à l'auditoire que cette émission ne prend aucun parti. C'est essentiel de le souligner, oui. Nous ne soutenons aucun candidat et nous ne validons aucune idéologie. Mon rôle, et le vôtre aussi, c'est d'être un miroir purement objectif des documents fournis. Parfaitement dit. Décortiquons tout cela, car Marseille est vraiment à la croisée des chemins. Pour bien comprendre les promesses de chacun, il faut d'abord comprendre le rapport de force issu du premier tour. Oui, le fameux séisme politique. Voilà. Et ce séisme, il a un nom. C'est le retrait de Sébastien Delogout, le candidat de la France insoumise. Conformément à ce qu'on peut lire dans nos sources, il a décidé de se désister alors qu'il avait tout de même obtenu 11,9% des voix. Ce qui est énorme pour un candidat qui décide de se retirer. C'est ça. Si on devait utiliser une analogie, c'est un peu comme un mouvement de plaque tectonique. On ne voit pas forcément la faille en surface, mais l'onde de choc de ces presque 12% va obligatoirement se faire ressentir sur tout le paysage. Et c'est là que ça devient intéressant. D'où ma question. Est-ce qu'en politique, les voix se transfèrent d'un candidat à l'autre de manière aussi fluide que, disons, de l'eau que l'on verse d'un verre à un autre ? Ce qui est fascinant ici, c'est l'argumentaire derrière ce choix. Selon les sources, l'objectif déclaré de ce désistement est très clair, c'est de faire barrage au Rassemblement national. D'accord. Mais en fait, cela soulève une vraie question démocratique concernant la représentation. On a une immense masse d'électeurs dont le candidat n'est tout simplement plus en lice pour le second tour. Et ce vide, il n'est pas resté vide très longtemps. Il a immédiatement été rempli par des accusations politiques assez intenses pendant les débats. Oh que oui, la tension était vraiment palpable. Si on regarde du côté de la droite, Franck Alizio, le candidat du RN, est monté au créneau de façon spectaculaire. Il dénonce vigoureusement ce qu'il appelle un accord secret ou une alliance tacite entre Benoît Payan, le maire sortant, et Sébastien Delogout. Il a même utilisé un terme très local pour ça, non ? Exactement. Il a qualifié la situation de, je cite, « galéjade », c'est-à-dire une vaste blague. Il fait directement référence à l'élection de 2020 avec Michel Rubirola pour argumenter que les Marseillais sont, en gros, en train d'être manipulés. C'est un argument rhétorique très fort qui joue sur l'historique récent de la ville. Mais Benoît Payan ne s'est pas laissé faire. Il a catégoriquement rejeté ces allégations de tambouille politique. Ah oui, sa défense a été assez frontale. Totalement. Il a rappelé que l'objectif initial de la France insoumise pendant toute la campagne, c'était de le faire perdre, lui. C'est vrai que les attaques entre eux étaient virulentes au premier tour. Voilà. Donc Payan affirme qu'il n'y a aucune contrepartie, que la décision de se retirer appartient uniquement à la conscience de ses adversaires d'hier, dans le seul but de faire barrage au RN. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent, ça doit être un vrai casse-tête de démêler le vrai du faux au milieu de tout ça, non ? Absolument. Et ça montre l'importance du discernement. Dans un climat électoral comme celui-ci, l'invective, les accusations de fake news ou d'extrémisme prennent souvent toute la place, au détriment du débat d'idées. Surtout que la dynamique est totalement inversée de l'autre côté de l'échiquier politique. Si la gauche a fait un pas de côté pour faire barrage, au centre et à droite, le scénario s'est considérablement complexifié. Vous parlez du maintien de Martine Vassal, je suppose. Tout à fait. Martine Vassal, la candidate diverse droite soutenue par les Républicains, a choisi de maintenir sa candidature. Et ce, malgré ses 12,41%. Ce qui crée une triangulaire. Exactement. Elle affirme, et c'est dans sa profession de foi, être une femme de conviction et d'honneur. Elle refuse catégoriquement de priver ses 35 000 électeurs d'une voix au conseil municipal.
si l'on relie cela au contexte global, c'est une décision très forte. Cela met en lumière son refus net et sans appel de s'allier au Rassemblement national. Oui, le face-à-face entre elle et Franck Alizio a été d'une dureté incroyable. Les sources montrent un échange vraiment électrique. Le terme de valeur pétaniste a carrément été employé pour qualifier le parti de Franck Alizio. Attendez, vraiment, le mot a été lâché tel quel pendant le débat? Oui, oui. Et en retour, Franck Alizio lui a reproché un macronisme qui, selon lui, aurait fait beaucoup de mal à Marseille, tout en appelant de manière assez paradoxale les électeurs de Martine Vassal à le rejoindre. C'est fou. Mais ça m'amène à une réflexion. Comment une ville peut-elle seulement se projeter dans l'avenir quand les candidats passent la majorité de leur temps d'antenne à s'accuser mutuellement d'être une menace pour la République? C'est le grand drame des campagnes hyper polarisées. C'est pour ça qu'il est crucial, au-delà de la tactique politique, de revenir à ce qui compte vraiment, le quotidien des Marseillais. Alors, faisons ça. Plongeons dans le décryptage des professions de foi. Que proposent-ils concrètement dans leur programme? Si on commence par le thème central, celui qui est sur toutes les lèvres, c'est évidemment la sécurité. Incontournable dans cette élection. Alors unique réunissant police, justice, école et hôpitaux, plus une brigade anti-stupéfiants. C'est une approche très institutionnelle de coordination. Benoît Payan, de son côté, promet de doubler purement et simplement les effectifs de la police municipale pour atteindre 1600 agents. C'est intéressant de comparer ça avec la vision de Franck Alizio. Lui, il a une approche, disons, beaucoup plus coercitive. Comment ça? Son programme est entièrement axé sur la protection de ce qu'il nomme la majorité silencieuse. Il propose des mesures extrêmement ciblées, voire radicales, comme l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. Ah oui, quand même. Oui, ou encore la réservation de certaines plages pour éviter les nuisances. D'accord, on voit bien que les visions de la sécurité sont diamétralement opposées. Mais bon, Marseille, ce n'est pas qu'une question de police. Il y a aussi le cadre de vie, la solidarité. Et là aussi, les programmes tranchent. Si on regarde le programme du printemps marseillais, donc Benoît Payan, c'est très axé sur le social. Il propose une mutuelle municipale, la gratuité des transports pour les jeunes, des petits déjeuners offerts dans les écoles. C'est le fameux bouclier social. Exactement. Avec, en toile de fond, la volonté de faire de Marseille la grande capitale de la Méditerranée. Mais bien sûr, il faut contraster cela avec les arguments de ses opposants. Eux, ils l'accusent d'un certain immobilisme. Oui, Martine Vassal joue beaucoup là-dessus. Tout à fait. Elle se présente dans ses documents comme la candidate de l'écologie positive et de la réparation de la ville. Elle veut remettre les projets en route. Et Franck Alizio? Lui, il se pose vraiment en représentant d'une alternance stricte pour, je cite, « remettre Marseille en ordre ». Eh bien, pour aider ceux qui nous écoutent à y voir un peu plus clair avant d'aller voter, essayons de faire une synthèse de ces trois positions, loin du tumulte des plateaux télé. C'est une excellente idée. C'est nécessaire de résumer l'essence de chaque candidature. Alors, si je commence avec le printemps marseillais de Benoît Payan, il se positionne clairement comme le rempart de l'unité marseillaise face à la division. Son message est axé sur la solidarité, l'écologie et bien sûr le barrage assumé à l'extrême droite. C'est un bon résumé. Ensuite, nous avons Marseille en ordre avec Franck Alizio. Lui se présente comme l'alternative radicale. Il est fortement soutenu par les instances nationales de son parti et il axe vraiment tout sur l'ordre et une sécurité très stricte. Tout en dénonçant constamment cette fameuse alliance présumée avec l'extrême gauche, bien sûr. Absolument, c'est le cœur de son discours. Et enfin, nous avons la troisième voie, Marseille je t'aime, portée par Martine Vassal. La voie médiane, en somme. C'est ça, elle incarne un chemin qui refuse catégoriquement la bipolarisation. Son programme est axé sur un bilan de gestionnaire, une sécurité qu'on pourrait qualifier d'institutionnelle et un double rejet, à la fois de l'extrême droite et de la gauche actuelle. Alors que signifie tout cela au final? Merci infiniment pour cette clarté parce que ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Avec plaisir, les sources étaient denses. Oui, et je rappelle à tous ceux qui nous suivent que la chose la plus cruciale en période électorale, c'est de s'informer à la source, de lire les programmes par vous-même. D'ailleurs, cela soulève une question importante pour conclure notre analyse. Je vous écoute. On dit souvent que Marseille a été Marseille bien avant que la France ne soit la France. C'est une ville avec une identité singulière. Pourtant, aujourd'hui, cette élection locale semble avoir été totalement nationalisée. C'est tout à fait l'impression que ça donne, oui. Elle sert presque de laboratoire ou de test pour les grandes écuries politiques du pays. Du coup, la question qui se pose à tout observateur est la suivante. Lorsqu'une élection municipale devient à ce point le champ de bataille des ambitions nationales, reste-t-il encore de la place ou même de l'énergie pour résoudre les problèmes du quotidien ?
Comme réparer un trottoir, par exemple. Exactement, réparer un trottoir ou s'assurer qu'il y a du chauffage dans une école maternelle. C'est un vrai dilemme entre la grande politique et la gestion de proximité. Et c'est une excellente question finale que chaque électeur marseillais portera sans doute avec lui dans le secret de l'isoloir. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.